Bonsoir, c'est l'une des figures montantes du Rassemblement Les Républicains, son poste secrétaire général du parti depuis septembre 2016. Quel bilan des législatives, quelles conséquences de l'unité retrouvée des loyalistes au Congrès et au gouvernement? Des questions pour une invitée, Virginie Ruffnac, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation et je rappelle que cette émission est à suivre bien sûr en direct en télévision mais aussi en radio et sur le net. Et d'abord, place aux questions d'actu. On retiendra de l'actualité de la semaine la disparition ce vendredi de Simone Veil, femme politique qui a combattu, vous le savez, en 1974 pour la légalisation de l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Une femme de droite aussi, Virginie Ruffnac. Est-ce que cette disparition vous a émue ? Absolument, Simone Veil était quelqu'un qui avait eu un parcours exceptionnel, qui a eu un parcours exceptionnel. Je dirais que s'il y a des adjectifs qui me permettent, en tout cas que je retiens d'elle, c'est sans doute la droiture, l'intégrité, le courage, et puis aussi la grande dignité de cette femme. Et puis si je dois retenir quelque chose, c'est, vous savez, en marge des débats qu'il y a eu sur l'avortement, enfin, etc., qu'elle a porté avec courage, elle avait dit à un moment donné, il y avait de la haine de la femme, cette femme qui, face à eux, osait leur tenir tête. Et je crois que c'est plus facile pour les femmes en politique aujourd'hui. Ça n'est pas très facile, mais c'est plus facile. Elle a vécu des choses difficiles, puis elle, quand elle parlait de la haine, elle savait de quoi elle parlait, du fait de son parcours et de son destin assez tôt, tragique. Dans les camps de concentration. L'IVG est légalisé en Nouvelle-Calédonie très tardivement, 26 ans après la métropole, c'était en l'an 2000. Comment est-ce qu'on peut expliquer ou peut-être justifier ce silence des politiques qui ne sont pas montés au créneau pour la légalisation de l'IVG, ce droit des femmes aujourd'hui ? Vous savez, notre territoire, souvent les choses arrivent plus lentement. C'est un pays où il y a un peu de non-dit, on dit terre de parole, mais la parole parfois est difficile à libérer, et donc il a fallu sans doute du temps. Effectivement, on peut peut-être le regretter, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a de nombreuses femmes sur notre territoire qui se battent pour qu'effectivement l'expression, la dignité des femmes soit respectée, et c'est un combat majeur. Il y a encore du travail à faire, il y a encore des progrès, mais nous sommes sur la voie du progrès. Mais votre parti, pendant ce temps-là, comme les autres, je le précise, n'est pas monté au créneau. Comment ça se fait concrètement ? Il y avait trop de lourdeur dans cette société, finalement ? Nous sommes dans une société complexe, il y a beaucoup de diversité, beaucoup de communautés, et donc sans doute qu'effectivement, il y a un certain nombre de blocages, on va dire, qui parfois mettent un peu plus de temps qu'ailleurs à se libérer. Alors, autre actualité à retenir, les députés Philippe Gomès et Philippe Dunoyer ont choisi cette semaine à l'Assemblée nationale leur groupe d'appartenance au Palais Bourbon. Ce sera les constructifs des macro-compatibles qui se sont illustrés cette semaine, Virginie Ruffnac, lors du bureau, le vote du bureau de l'Assemblée. On l'a vu, il y a eu... Ça a été assez compliqué entre les partis pour les postes de questeurs notamment. Est-ce que la stratégie de vos alliés vous a finalement choqué comme elle a choqué les Républicains en métropole ? Écoutez, nous, il n'y a pas eu vraiment de surprise quant à ce choix effectué par Philippe Gomès et Philippe Dunoyer, puisque Philippe Gomès était lui-même investi par l'UDI en Nouvelle-Calédonie dans la 2e circonscription. Nous n'avons pas donc été surpris qu'il rejoigne ce groupe mais qui était un mélange. Est-ce que c'est, alors, je formule la question différemment, est-ce que c'est un accro dans cette plateforme des loyalistes ? Je ne le crois pas, ça n'est pas un accro. Nous serons pour notre part vigilants à ce que fera ce nouveau gouvernement, mais il faudra regarder au cas par cas, mais il ne s'agit pas non plus... il y a un groupe qui est constitué avec effectivement les Républicains et puis l'UDI. Il n'y a pas de surprise réelle à ce que les 2 nouveaux députés aient rejoint ce groupe aujourd'hui. Alors on retiendra aussi de l'actualité de la semaine le second rapport de l'ONU sur l'établissement des listes électorales spéciales. C'était mercredi au Congrès. On y trouve, Virginie Ruffnac, des recommandations aux institutions pour un meilleur établissement de ces listes. On a le sentiment, mais c'est peut-être une erreur, que il y a moins de, on va dire, de crispation autour de ce dossier. Est-ce que ce sentiment est avéré ?
Alors, il y a eu, je dirais, des pansements sur une jambe de bois, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs comités des signataires qui ont réglé notamment le problème de la liste électorale provinciale, et donc celui de la citoyenneté, où on a évité, en faisant une unité au sein des non-indépendantistes et en menant ce combat, en faisant en sorte qu'effectivement, d'éviter des radiations qui étaient demandées notamment par l'Union calédonienne. Néanmoins, concernant la liste provinciale, le problème n'est pas réglé. Il s'agit aujourd'hui de sortir de l'accord de Nouméa en rétablissant une citoyenneté ouverte qui ne peut demeurer figée telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, il y a toujours sur ce sujet un désaccord. D'ailleurs, le rapport de l'ONU le mentionne. Il mentionne ces désaccords entre les différents partis. Maintenant, concernant la liste électorale pour la consultation de sortie de l'accord de Nouméa, celle-ci, effectivement, s'est faite dans un climat plutôt apaisé, puisqu'il n'y avait pas de discorde au départ. Il n'y avait pas de discorde au départ. Je voulais quand même, Valérie, rajouter que dans le rapport de l'ONU, il est clairement mentionné qu'effectivement, ces désaccords sur la liste provinciale venaient du fait que certains considéraient que l'accord de Nouméa prévoyait un corps glissant, que d'autres prévoyaient un corps gelé. Et d'ailleurs, oui, c'est pas la même interprétation finalement d'un texte. C'est pas la même interprétation, mais surtout, il mentionne, les missionnaires de l'ONU mentionnent le Conseil constitutionnel qui a confirmé cette vision glissante du corps électoral dans l'accord de Nouméa et qu'il a fallu geler par la suite. Donc, c'est un enjeu fondamental pour la sortie de l'accord et il nous faut dès à présent réfléchir et travailler sur l'après. Et aujourd'hui, pour finir là-dessus, des jeunes qui sont nés en 99 en Calédonie, qui viennent d'arriver en 99, viennent d'avoir 18 ans en 2017. Ils ne sont pas citoyens du pays qui les a vus naître et où ils ont vécu toute leur vie. C'est toujours pour moi une indignité que la France, le pays des droits de l'homme, ait accepté ceci. Alors, un chiffre à présent, Virginie Ruffnac, c'était ce mardi au gouvernement, le gouvernement qui annonce un excédent de 2 milliards au budget supplémentaire 2017. Les comptes finalement passent du rouge au vert et puis l'annonce survient juste avant la nouvelle élection du gouvernement. Est-ce que c'est un hasard du calendrier ou Philippe Germain finalement défend son bilan en vue d'une nouvelle élection? Comment vous interprétez-vous cette annonce? Alors, on ne va pas se plaindre que ces comptes soient indiqués ainsi et la Chambre territoriale des comptes va dans ce sens-là. Maintenant, il ne faut pas oublier aussi qu'on a un caillou dans notre chaussure qui est celui des comptes sociaux. Il ne faut pas oublier aussi que notre situation économique est très difficile, qu'il y a une fermeture d'entreprises, des destructions d'emplois. Et d'ailleurs, mais nous aurons l'occasion d'en parler, la plateforme qui a été mise en place au sein des non-indépendantistes mentionne le fait qu'il faille aujourd'hui sans doute revenir sur un certain nombre d'éléments de la politique économique de ces derniers mois et de ces dernières années. Et les disparités se creusent également. Pour redonner la confiance aux acteurs économiques, pour ne pas que ces disparités se creusent, effectivement. Alors, dernière actualité de la semaine sur laquelle j'aimerais avoir votre avis. On a appris ce vendredi la mise en examen et le placement en détention provisoire de 4 adolescents dans l'affaire d'Aurélie Marcias. Cette motarde qui a été tuée en moto, c'était en mars dernier à Saint-Louis. Cette affaire, selon vous, est-ce qu'elle illustre finalement la dérive d'une partie de la jeunesse, de notre jeunesse? Alors, elle n'illustre pas le fait que notre jeunesse est à la dérive. On a une très belle jeunesse en Nouvelle-Calédonie qui a du talent et qui réussit quand on lui donne les moyens de réussir. Mais il y a, comme dans toutes les sociétés aujourd'hui, une minorité de cette jeunesse qui pose des problèmes à la société. Et moi, si vous me le permettez, je commencerai par avoir une pensée pour la famille, le compagnon d'Aurélie Marcias, qui donc a fait l'objet d'un crime odieux. Ce que je dois dire, c'est que la société doit apporter des réponses à cela. Les réponses qui ont été apportées, notamment sur le règlement de la situation de Saint-Louis, elles ne sont pas venues de l'agitation des réseaux sociaux. Pansement de bois, les réponses pour l'instant? Non, je ne suis pas d'accord. Je pense vraiment qu'il y a eu un travail de fond qui a été réalisé par le maire du Mont-d'Or, Éric Guay, en lien avec les institutions locales et l'État, de façon à faire en sorte qu'aujourd'hui à Saint-Louis, il n'y ait plus qu'un seul fauteur de troubles qui soit encore non appréhendé, que cette situation soit en cours de règlement et qu'il y ait de très nombreuses interpellations. Et vous voyez, c'est ce travail de longue haleine, sans relâche, mené par le maire avec les autres collectivités, qui est source de résolution des problèmes en Nouvelle-Calédonie et en aucun cas la surenchère ou l'ultra-médiatisation. Vous taclez là les anciens candidats dans la législative? Certains ont malheureusement effectivement utilisé ces sujets comme un outil électoral. Je voulais d'ailleurs, pardonnez-moi, citer également l'initiative du maire de Dimbéa qui fait initiative citoyenne et qui associe la population parce qu'aujourd'hui, la puissance publique ne peut plus toute seule faire face à ces sujets de délinquance qui ont pris effectivement de l'ampleur et donc nous devons être des citoyens responsables et nous associer aussi à ces démarches. Merci Virginie Ruffnac donc pour ces questions d'actu. Nous allons poursuivre cet entretien en revenant donc sur le bilan des législatives et les conséquences sur votre parti. Place à vos convictions.
Alors Virginie Ruffnac, d'abord une question un peu personnelle. Vous êtes la première femme à accéder au poste de secrétaire générale du Rassemblement Les Républicains. Est-ce que vous avez dû lutter pour accéder à ce poste? On sait qu'avant c'était quand même des places réservées à des hommes. Il y a eu Éric Guay, il y a eu Pierre Maresca, il y a aussi Thierry Santa. Écoutez, ça montre justement que notre mouvement est un mouvement qui s'est donné sa place d'abord aux femmes et puis peut-être aussi à une nouvelle génération, puisque nous sommes cette génération des quadras aujourd'hui et je crois que c'est un signe fort de la part de notre mouvement. Effectivement, je crois que c'est le seul parti, même au niveau local, qui est dans cette configuration. Et effectivement, ça montre que sur le fond, la place aux femmes et la place à la nouvelle génération n'est pas juste un effet d'annonce. Alors, on revient à présent sur votre parcours entre sciences et politique. Regardez, c'est un portrait de vous qui est signé Bernard Lassos. Regardez. Madame la secrétaire générale du Rassemblement, vous êtes née le 19 septembre 1973 à Nouméa. Mais c'est à Ouiné, où vos parents sont instituteurs, que vous faites vos premiers pas. En 1999, licence et CAPES en poche, vous revenez enseigner la physique et la chimie au collège Baudoux, les sciences en mode pratique. Comme ça correspond exactement au programme de 3e, on a bien vu les transformations d'énergie solaire en énergie électrique et puis ensuite en énergie mécanique. L'éducation vous pousse hors les murs du lycée La Pérouse que vous venez d'intégrer. Le monde associatif vous attire, les Olympiades de la chimie, Symbiose, le vaisseau des sciences vous apportent une certaine notoriété. Vraiment, la science doit cultiver ce potentiel d'émerveillement, de curiosité que suscite la découverte. Découverte suivante, le monde politique. Le gel du corps électoral sera votre première bataille. L'injustice vous insupporte et vous le faites savoir. Nous ressentons ce projet de gel du corps électoral comme une profonde injustice. Votre collectif citoyen organise même un grand débat sur le sujet, plein de promesses pour la jeune militante que vous êtes. Nos politiques, chacun, ont dit qu'il était positif qu'un débat au Congrès ait lieu très rapidement cette semaine sur le sujet du corps électoral. Donc nous espérons que cette parole politique aura des suites concrètes. Au Congrès, de débat, il n'y aura point. Mais ce déni de parole ne freine pas votre engagement. On vous retrouve élue conseillère municipale à Nouméa en 2008. Au Rassemblement, vous ne tardez pas à mener le combat, notamment celui des listes électorales et des radiations que vous jugez abusives. Nous disons à ces jeunes Calédoniens qui ont été stigmatisés sur des critères ethniques combien nous trouvons cette démarche indigne pour la Nouvelle-Calédonie. Au parti, peu à peu, vous vous rapprochez, sur la scène du moins, du président Frogier. Assise à la droite du chef, c'est vous qui êtes désigné pour aller croiser le fer avec Calédonie Ensemble. La répartition des pouvoirs en Nouvelle-Calédonie, c'est quelque chose qui doit être partagé. Régulièrement invité au comité des signataires, vous succédez à Thierry Santa comme secrétaire général du mouvement. L'échec et les divisions aux dernières législatives vous laissent amers. Le ton a changé. Ce qui est dramatique, si vous voulez, c'est que Sonia Backès et Harold Martin, qui sont aveuglés par une haine viscérale vis-à-vis de Calédonie Ensemble et de Philippe Gomez, en sont à oublier le principal de notre engagement, celui d'essayer de maintenir une Calédonie dans la France. Alors, Virginie Ruffnac, vous imaginez-vous en être bientôt la chef de file ? Réponse à cette question, Virginie Ruffnac, posée par Bernard Lassos. Est-ce que vous avez des ambitions de chef de file ? Non. Alors, franchement, moi, mes ambitions sont celles, au sein de notre mouvement, de défendre les convictions qui nous animent, des convictions dont je rappelle qu'elles remontent à 1977, puisque le Rassemblement a 40 ans. Oui. Et ce qui est fondamental, c'est qu'aujourd'hui, en regardant votre reportage, je me rendais compte finalement que je n'avais jamais dévié de ces convictions. C'est-à-dire que nous sommes toujours sur l'ADN de 1977. Ça ne vous intéresse pas d'être présidente d'un parti un jour ? Mais vous savez, en politique, vous êtes avant tout là pour porter une parole, porter des convictions. Et si, le sésame, c'est si vos convictions, eh bien, elles sont mises en œuvre, eh bien,
pour moi, la finalité d'un engagement politique, c'est celui-ci. En 40 ans, on a quand même vu que l'ADN dont vous parlez avait du mal à se repositionner, a perdu beaucoup quand même en termes aussi d'électorat. Il y a eu des divisions, des départs. Comment endiguer ces érosions? Alors, vous savez, nous, on a fait le choix, le rassemblement, qui est un choix de courage politique. Quand Pierre Frogier a pris la décision de mettre côte à côte 2 drapeaux, il a fait le choix du courage politique et non pas de l'électoralisme. Et vous vous entendrez, par exemple, avec Calédonia Ensemble là-dessus, sur ce sujet qui divise ces partis anti-indépendantistes? Nous avons dans moins de 18 mois une échéance qui est fondamentale pour des Calédoniens qui est d'un ordre supérieur. Nous avons une obligation vis-à-vis des Calédoniens. Ça veut dire que vous vous entendrez? Nous devons nous entendre. Après, je ne vous dis pas que c'est facile. Tout est fragile. Tout est fragile. Mais les indépendantistes savent toujours s'unir quand il le faut pour parler d'une seule voix. Il y a une nécessité face à un nouveau gouvernement aujourd'hui qui ne connaît pas le sujet calédonien, face à la division au sein de notre famille, de retrouver de la cohésion, de ne parler que d'une seule voix pour arriver à... Ça veut dire un nouveau parti? Ah, écoutez, nous n'en sommes pas là. Aujourd'hui, la plateforme que nous avons mise en œuvre et cette déclaration commune dit qu'il s'agit de retrouver de la cohésion dans les partis non indépendantistes. Nous n'ignorons pas nos différences, notamment sur les sujets économiques, et on en parlait tout à l'heure. Mais il faut absolument que nous trouvions les moyens du dialogue pour nous entendre et porter une voix à Paris face aux indépendantistes. Mais ça n'est pas contre les indépendantistes. On entend. Alors, on revient à présent sur le bilan des législatives. Votre candidat dans la première circonscription, Bernard Deladrière, a terminé finalement 4e donc au premier tour, derrière des candidats dissidents comme Sonia Backès et Gaël Liano. Est-ce qu'il ne paye pas finalement, votre candidat, le prix de ces dissidences ? Ah, probablement, bien sûr. Le fait qu'il y ait 3 candidats qui se revendiquent des Républicains sur la première circonscription a divisé complètement les voix et les chances d'avoir un candidat républicain qui gagne cette élection. Est-ce que c'est un constat d'échec pour vous? Si vous voulez, nous avons un candidat qui n'a pas démérité et qui a eu l'investiture des Républicains au niveau national. Qu'il y ait maintenant des candidats et une candidate même du comité de coordination des Républicains local qui se soit présenté contre le candidat investi n'est pas de notre responsabilité et de notre Bien sûr, mais fait. vous êtes quand même le parti investi officiellement et vous n'arrivez pas à être au moins second dans cette élection. Alors après, moi, ce que je voudrais dire, c'est que tout s'est fait... inquiétant pour le parti que vous êtes? Tout s'est fait dans un mouchoir de poche parce que, comme vous le savez très bien, qu'il s'agisse de Gaël Liano, de Sonia Backès ou de Bernard Deladrière, c'est à peine quelques centaines de voix d'écart. Donc je ne veux pas nier le fait que bien sûr cette place est la mauvaise puisque c'est la 4e, mais nous avons un candidat qui avait un peu moins de notoriété, mais nous avons payé le prix de cette division qui effectivement a permis notamment à Philippe Dunoyer de s'imposer sur cette élection. Alors on va se projeter dans quelques jours maintenant. Dans la semaine du 14 juillet, il y aura la réélection du bureau du Congrès avec la possibilité de constitution de nouveaux groupes. Et on peut logiquement se demander si la plateforme annoncée entre le premier et le second tour des législatives va donner naissance à un nouveau groupe au Congrès, à savoir Calédonie Ensemble, le MPC et le Rassemblement Les Républicains. Ça, c'est possible? Un groupe ou pas du tout? C'est en cours de réflexion. L'objectif, quel est-il de cette plateforme? C'est d'arriver à avoir un dialogue en interne au sein de ces non-indépendantistes pour porter une seule parole et assurer la stabilité des institutions dans une période qui va être compliquée. Ça veut dire très très concrètement, est-ce que c'est le projet qui est favorisé en ce moment un groupe? C'est en cours de discussion, le travail est en cours. Ce qui est le plus important pour nous aujourd'hui, c'est de voir par quels moyens nous pouvons défendre cette sortie de l'accord de Nouméa apaisée dans la France pour les Calédoniens. Comment engager, vous le savez, une discussion avec les Calédoniens, puisqu'il y avait la proposition d'États généraux qui ont été, cette proposition a été reprise dans la déclaration commune. On en reparlera nous ne pouvons tout à pas discuter de cette solution de sortie sans les Calédoniens et d'une sortie de l'accord de Nouméa dans la France sans les Calédoniens. Alors, au Congrès, on verra aussi certainement l'émergence d'un autre groupe des non-indépendantistes. Celui-ci sera mené par le tandem Sonia Backès-Harold Martin. Quelles seront vos relations avec vos anciens alliés? Écoutez, ça c'est un peu difficile de faire des plans sur la comète. Ce qui a été compliqué pour nous, c'est de constater malheureusement avant le 2e tour des législatives
que l'un d'entre eux, et pas des moindres, puisqu'il est signataire des accords, en l'occurrence Harold Martin, avait donc incité à voter blanc, qui revient finalement à favoriser le vote indépendantiste, dans la deuxième circonscription pour Louis Mapou, à la défaveur du candidat non indépendantiste qui était Philippe Ça veut dire Gomez. que les relations seront difficiles, c'est ça que vous dites ? C'est difficile, c'est incompréhensible, ça a rajouté de la confusion, les Calédoniens ne peuvent pas comprendre ça, le Rassemblement n'a jamais été sur cet ADN, il nous était impossible de comprendre cette démarche, et donc ce groupe, c'est à eux qu'il faudra poser la question, quel sera le projet de ce groupe s'il se constitue, autour donc effectivement de Sonia Backès, d'Harold Martin et de Philippe Blaise. Alors Philippe Blaise, justement, était l'invité la semaine dernière de Politique Directe et il vous a posé cette question. On va écouter et regarder. Bonsoir Virginie Ruffnac. Depuis juillet 2015, depuis que Pierre Frogier et Philippe Gomez se sont entendus pour mettre Thierry Santa à la présidence du Congrès à la place de Galliano, on constate que les élus du Rassemblement votent sans difficulté les textes de Calédonie Ensemble. On constate que vous n'avez pas présenté de candidat dans la deuxième circonscription législative, que vous avez présenté un candidat qui n'était pas forcément le plus dangereux dans la première. Est-ce que finalement, le Rassemblement n'est pas en train de payer le prix fort électoralement, juste parce que vous avez besoin des grands électeurs de Calédonie Ensemble pour faire élire Pierre Frogier sénateur en septembre 2017 ? Alors la réponse est directe. Est-ce qu'il y a eu finalement un deal en vue des sénatoriales ? Alors, pour les sénatoriales, les choses sont très claires et elles sont positionnées, je dirais, depuis 2014, c'est-à-dire, vous savez, depuis qu'il y a eu l'élection des communes et des provinces, puisque les grands électeurs, pour nos auditeurs, ne sont pas, c'est pas au suffrage universel et donc ils sont déjà définis. Ces grands électeurs, c'est très simple. Aujourd'hui, Calédonie Ensemble en dispose entre 140 et 150. Le Rassemblement en a 100 et les indépendantistes, les deux réunis, en ont 200. Donc vous avez besoin Non, des c'est très grands électeurs simple. de Si Calédonie Calédonie Ensemble y va tout seul, ce sont les indépendantistes qui envoient 2 sénateurs à Paris. Si le Rassemblement y va tout seul, c'est 2 indépendantistes qui vont au Sénat à Paris. Donc la question, elle est très simple. Nous sommes les 2 plus grandes forces en présence en matière de grands électeurs, puisque derrière, les premiers arrivent avec 40. Donc vous vous entendez électeurs. finalement, c'est Est-ce ça ? qu'il faut s'entendre pour envoyer 2 sénateurs non indépendantistes, ou bien faut-il laisser donc y aller chacun sur nos camps? Voilà. Donc pour ce qui est des sénatoriales, voici la réponse. Maintenant, je voulais répondre. Mais qui alors ? Donc, pardonnez-moi. Pierre Frogier sera certainement. Alors, simplement, sur les sénatoriales, voilà les enjeux et les forces en présence. Maintenant, sur les noms maintenant. Excusez-moi, juste sur cette question de la deuxième circonscription. La question de Philippe Blaise, finalement, si je la reformule, c'est est-ce que vous n'avez pas envoyé de candidats pour laisser gagner Calédonie Ensemble ? Je rappelle à Philippe Blaise que sur la deuxième circonscription, il y avait 5 candidats non indépendantistes, dont certains se revendiquaient des Républicains, en l'occurrence 3, puisqu'il y avait Harold Martin, il y avait Pascal Vittori, et Philippe Gomez avait eu l'investiture UDI soutenue par les Républicains. On comprend, vous expliquez la démarche. Nous n'avons pas souhaité rajouter de la division à la division. Nous avons estimé que ce n'était pas le rôle du Rassemblement que de diviser la famille non indépendantiste sur la deuxième circonscription. Virginie, voici pour la réponse. On s'approche de la fin de l'émission sur les noms en septembre. Donc Pierre Frogier, Galliano. Alors, vous avez les 2 grandes familles. Vous avez les 2 grandes familles qui sont en tête en matière de grands électeurs. Vous avez d'une part Calédonie Ensemble et juste derrière Pouvez-vous répondre le Rassemblement. sur les noms ? Donc non, ces discussions évidemment se tiendront. Elles seront conformes aux grands électeurs présents et aux forces en présence par rapport à cette élection. On n'en saura pas plus. On n'en saura pas plus Bon. ce soir en tout cas. Après les convictions, projetons-nous rapidement vers 2018. C'est la dernière séquence de cette émission. Alors avec l'arrivée de La République En Marche, le dossier calédonien ne sera pas franchement entre les mains de spécialistes. Est-ce que c'est inquiétant, Virginie Ruffnac, pour ces discussions qui vont s'amorcer avec l'État et les indépendantistes ? Mais c'est préoccupant, en effet, c'est préoccupant que pour la première fois, et d'ailleurs ça fait l'objet d'une partie de notre déclaration commune, au niveau national, les dirigeants n'appartiennent plus à aucune des 2 grandes familles qui ont finalement travaillé et discuté les différents accords qui ont amené près de 30 ans de paix pour la Nouvelle-Calédonie. Et ça a justifié encore plus, davantage, la mise en place de cette plateforme avec ces 4 mouvements politiques, qu'il s'agisse donc de Calédonie Ensemble, du Rassemblement, du MPC de Galliano, et puis de Pascal Vittori avec tous calédoniens, et faire en sorte justement de pouvoir s'unir pour porter un message commun afin de défendre notre Nouvelle-Calédonie. En raison de cette inexpérience, est-ce que ça veut dire qu'on s'adressera plus facilement du coup, non pas à Matignon comme c'était de coutume, mais plus facilement à Rue Oudinot pour
pour ces discussions ? Alors, je ne le crois pas. Vous savez, le dossier calédonien est un dossier très sensible et de tradition. Il a toujours été placé auprès du Premier ministre et de Matignon. C'est quand même en plus... L'outre-mer, donc, ne sera pas une possibilité pour accéder finalement à Matignon, en passant par la ministre. Ça n'est pas en général la voie logique. Je suppose tout de même que notre nouveau chef de l'État et le nouveau Premier ministre ont conscience de l'enjeu que présente la Nouvelle-Calédonie et dans moins de 18 mois de cette échéance qui arrive et qui peut aussi nous mettre dans la difficulté, notamment dans ce contexte dans lequel nous sommes, une situation économique dégradée, des tensions qui montent, des radicalisations qui montent dans notre société. Alors, une question qui est relative et qui est issue de cette union des loyalistes, c'est celui de l'organisation des États généraux de l'avenir dont vous avez parlé il y a quelques instants. On le sait, Calédonie Ensemble était favorable à une constitution de socle commun. Quelle est la différence finalement et comment ça va se préparer? Parce que 2018, c'est déjà demain. Oui. Alors, nous ne pouvons arriver à cette consultation de 2018 dans un état de division, de radicalisation et de confrontation d'un camp contre un autre. Si nous arrivons ainsi, ce sera un échec et nous perdrons tout le bénéfice de ce que les signataires ont fait depuis 30 ans, qui ont favorisé la paix en Nouvelle-Calédonie. Donc, très rapidement, ça veut dire concrètement, parce qu'il nous reste moins d'une minute. Oui, alors je vais essayer d'être très pragmatique. Ces États généraux, c'est aller au-devant de la population, c'est consulter, pour l'associer à la réflexion, pour voir ce que souhaitent profondément les Calédoniens quant à la société de demain et faire en sorte effectivement qu'il y ait un vrai dialogue et que cette solution partagée que nous souhaitons et dont nous estimons qu'elle ne peut être qu'au sein de la République française parce que c'est elle qui garantit les grands équilibres calédoniens, eh bien il faut qu'elle soit échanger, partager avec eux-mêmes. Merci Virginie Ruffnac d'avoir été l'invitée de cette émission Politique Directe. La semaine prochaine à suivre une nouvelle émission, elle sera présentée par Angélique Souche qui recevra Louis Mapou qui est président du groupe Uni au Congrès et vous pouvez dès à présent lui poser vos questions sur notre page internet. Merci à vous téléspectateurs d'avoir suivi cette émission. Très belle soirée à tous et ne manquez pas le 19h, édition qui sera présentée par Yvan Avril. Retrouvez cette émission sur ncpremière.nc.